Chers amis amoureux de l'histoire, chers amis passionnés de jeux d'histoire, bienvenue dans ce Belliludi consacré au front italien durant la guerre de 1914 et 1918. Nous accueillons aujourd'hui Florent Coupeau, qui nous vient de Nuts, l'éditeur d'un jeu qui s'appelle Italia 1917-1918. Et nous accueillons l'auteur de ce jeu, Stéphane Sénéchal, qui a travaillé de très nombreuses années sur le sujet et qui va justement pouvoir nous expliquer son travail à travers ce Belliludi, puisque comme vous le savez, on donne la parole aux auteurs et on donne des informations d'histoire autour des sujets qui sont travaillés. Donc il a travaillé de très nombreuses années sur ce sujet. C'est pas faux. Bienvenue nous avoir rejoints. Merci Guillaume. Florent, tu nous parles rapidement, tu nous présentes Nuts. Alors Nuts, on l'avait déjà vu avec Urbanop lorsque vous étiez venu. Est-ce que tu peux nous donner d'autres informations de prochaines publications? Renseigne-nous sur la vie de la maison d'édition. Alors, on a 6 ans d'existence pour l'instant, et en fait, on a commencé par des wargames, donc des jeux d'histoire tels que Italia, donc, qui va être notre 5e wargame. Et on a commencé à se diversifier aussi avec des jeux de plateau, comme vous avez peut-être pu le voir sur les campagnes Kickstarter qu'on a lancées, Gloom of Guildforce, D-Dead Dice, et puis dernièrement La Grande Guerre. Mais on tient à garder quand même toujours le cap du wargame comme socle. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui Italia, parce que c'est le 3e opus d'une série. Justement, on va commencer par passer en revue rapidement les premières publications. Voilà. Donc, Marne 1918. Qui était sorti chez Exasim à l'époque. Qui était sorti chez Exasim. Avant la création de Nuts. Oui. Alors, hop. Voilà. Oui, voilà, nous y sommes. Donc ça, c'était le premier jeu de la série. Alors après, on reviendra sur l'explication de la série ensemble. Donc, mars 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, donc sur le front français. Tout à fait. Ensuite, deuxième jeu, vu le succès du premier volume. Tout à fait. Ouais. Un jeu qui s'appelle Somme 1918, là qui parle plutôt des Anglais, toujours sur le front français. Et dans le cadre du développement, oui, on va la voir à l'écran de toute façon. On va demander à Germa de nous présenter. Maintenant, si tu peux nous montrer en fait Italia, donc la couverture du prochain jeu. Voilà, exactement, c'est ça. Donc 1918, Italia. Donc là, cette fois-ci, c'est toujours la guerre à l'ouest, mais sur le front italien. Tout à fait. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette série? Donc pour quelle raison cette série? Son objectif en tant que jeu, en tant que wargame, et puis ensuite, bien évidemment, on viendra à tes sujets d'études et pourquoi Italia. Tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Cette série a été créée par Nicolas Ridan. Exactement. C'est lui l'auteur des 2 premiers opus, avec la collaboration de Thomas Pouchin, que vous avez reçu ici pour Urban Operations, mais aussi qui est à l'origine aussi de la création de ces 2 premiers opus avec Nicolas Ridan. Nicolas a créé le système. Ils avaient envie tous les deux de faire un système. C'est une période qui les passionne, tous les deux. Et ils n'avaient pas de jeu qui leur corresponde vraiment. Et qui leur plaise vraiment sur le sujet. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas de jeu abouti. Donc ils ont eu envie de faire les jeux qu'ils avaient envie de jouer. D'accord. Ce qui est plutôt sympa à la base. Et ils ont donc fait Marne, qui est sorti la première édition en 2006, si je ne m'abuse. Et qui a été réédité après en 2010, toujours par Exasim. Et avec un projet derrière de développer tout le front français en 1918. Alors pourquoi 1918? Pourquoi? Parce que c'est la reprise de la guerre de mouvement. C'est la reprise de la guerre de mouvement, la guerre de tranchées est finie. Et les Allemands, en déclenchant leurs offensives contre les Anglais sur la Somme, contre les Français sur le chemin des Dames, puis la Marne en 1918, remettent à l'honneur la guerre de mouvement. Ils ont eu l'occasion, eux, de s'entraîner à Riga contre les Russes, à Caporetto contre les Italiens. Et ils sont de nouveau prêts à se lancer dans la guerre de mouvement. Et ce qui rend ces jeux surprenants pour les joueurs habitués à des jeux sur la Première Guerre mondiale. Ils visualisent 2 lignes de tranchées qui se neutralisent, où on va se battre pour un hexagone. Alors qu'en l'occurrence, pas du tout. Là, c'est presque de la blitzkrieg avant l'heure. Oui, parce qu'en plus, souvent dans la représentation aujourd'hui que nous avons de la part de certains éditeurs des jeux sur la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, on a affaire à des jeux tactiques où on doit prendre des tranchées, où on doit progresser, avoir des objectifs qui sont en fait très tactiques, alors qu'ici on retrouve
Parce que la particularité, c'est que c'est un jeu c'est un jeu opérationnel. Opérationnel, c'est C'est un jeu opérationnel, mais sur des cartes, comme on le verra sur Caporto, qui sont presque stratégiques au vu du front Tout à fait. qui va être en fait, qui va être joué. Tout à fait. La carte d'Italia, c'est la plus grande du système. Elle est 2 fois plus grande que celle des opus précédents, parce que j'ai voulu, en tant qu'auteur, garder à tout prix la même échelle que les opus précédents pour ne pas dépayser les joueurs et garder des valeurs équivalentes aux unités. Mais les autres cartes sont un petit peu plus petites, effectivement. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais sur la guerre de mouvement en 1918, c'est la guerre de mouvement, mais sauf que c'est la guerre de mouvement avec des millions d'hommes. Oui. C'est-à-dire que la guerre, c'est ça. C'est ça. Là, on met en branle des armées entières. Des armées entières. Et qui vont pouvoir se déplacer. C'est-à-dire que là, on a des moyens pour les déplacer. L'exemple type, à Somme 1918, les Allemands engagent 3 armées. Donc ça représente plus d'1 million d'hommes de côté allemand qui attaquent environ 300 000 Anglais au départ. Voilà, c'est ça. Après, il y a l'afflux de renforts anglais et français qui vient finir par stabiliser le front. Mais le front anglais recule quand même d'une bonne quarantaine de kilomètres. Alors, et un autre aspect dans tous les jeux, de toute façon, c'est la prépondérance de l'artillerie, on peut le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, on arrive dans cette manière mécanisée, de toute façon, de la guerre, avec une artillerie qui est omniprésente. On ne peut rien faire sans artillerie, et c'est ce que Nicolas avait voulu retranscrire dans le système. On s'aperçoit qu'on ne peut pas utiliser l'artillerie autrement qu'en préparation de combat. C'est devenu un prérequis. C'est un prérequis. On peut attaquer sans artillerie. Ouais. C'est moins facile, fatalement. Mais par contre, on ne peut pas utiliser l'artillerie pour autre chose que préparer un combat. D'accord. Et alors, il y avait autre chose qui avait été justement développée, c'était toutes ces évolutions, notamment sur les, on va dire, tactiques de combat, avec l'apparition d'un certain nombre de troupes. Donc, alors, on va revoir ça aussi sur Italia, mais dans tous les cas, sur Marne et sur Somme, on a les fameux Stoßtruppen allemands, qui représentent en fait l'évolution tactique des Allemands sur la fin de guerre. En fait, chaque camp a essayé de trouver de son côté une solution à la stagnation des fronts. Les Alliés ont trouvé une solution plus industrielle, parce qu'ils avaient plus de moyens, matières premières et autres. Et ça a été le char. D'abord dans ses premiers balbutiements un peu lourdeaux avec les chars anglais et les chars lourds français, puis le char de la victoire, le Renault FT-17. Donc ça a été la solution qui a été choisie par les Alliés. Les Allemands, eux, n'ayant pas les moyens et n'y croyant pas, surtout n'y croyant pas, ils ont construit 21 chars pendant toute la guerre, quand les Alliés en ont construit plus de 4000. Eux ont misé... C'est l'image des pillages qui restait côté allemand, parce que c'était des très gros chars. C'est ça, les fameux A7V. Exactement. Les Allemands, eux, ont misé sur une armée à 2 vitesses. Ils ont décidé d'utiliser la meilleure partie de leurs troupes, les hommes les mieux entraînés, en les équipant du mieux possible pour en faire une armée prête à l'offensive, l'autre partie de l'armée étant destinée à tenir les secteurs calmes. Et ça a donné les divisions d'offensive avec leurs fameux Stoßtruppen, bataillons d'assaut, troupes d'assaut, qui ont été copiés par les Autrichiens sous la forme de Sturmbataillon. Et donc c'est ce qui permet justement, ce qui donne l'espoir aux grands QG allemands en 1918 en France de pouvoir relancer la guerre de mouvement, de pouvoir justement percer le front et d'obtenir en fait cette victoire stratégique ou d'amener en fait à la table des négociations. Voilà, en position favorable. Favorable. Ils savent en 1918 qu'ils ne peuvent plus réellement gagner la guerre totalement. En tout cas, les Américains commencent à arriver à un rythme de 100 à 150 000 hommes par mois. Ils savent qu'en 19, ils seront totalement dépassés par le nombre. Donc il faut qu'ils obtiennent une décision de façon à s'asseoir au moins en position favorable à la table des négociations. Alors une des forces dans ce type de jeu, c'est que c'est une série. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez, une fois que vous maîtrisez les règles, c'est relativement facile au niveau des règles de pouvoir jouer à un autre jeu. Je crois central et commun. Voilà, je crois, Florent, qu'on peut déjà annoncer que dans les rêves les plus fous de Nuts, en tant que éditeur, il y aura un autre volume sur la France qui serait en prévision pour pouvoir relier et faire une super campagne sur l'année 18 ? Théoriquement, ce n'est pas encore fixé dans le marbre, mais normalement, on va essayer de rééditer Marne 1918, qui est épuisé pour l'instant. Et ensuite, on ne sait pas exactement dans l'ordre, mais le but est de faire Flandre 1918, donc qui est complètement au nord de la France, qui n'est pas encore fait, et Meuse-Argonne, qui est un petit peu décalé géographiquement par rapport à Marne. Le but étant, oui, de faire une grande campagne du nord de la France
à l'Alsace-Lorraine. En Voilà. fait, la carte de Meusargonne arriverait à peu près à Nancy, c'est-à-dire après le saillant de Saint-Mihiel. Ah. Donc c'est toute la partie active du front de l'Ouest. Voilà. Le fantasme ultime Bon, étant Voilà, de c'est faire ça, une campagne. Non, mais voilà, Autant mais dire c'est que c'est ça bien, avance c'est- non, mais 1918. ouais, mais voilà, mais c'est important d'avoir quand même. Voilà. On sait qu'il y a un objectif Oui, oui. Oui. très important. Je pense que de toute façon, donc, Marne étant épuisé, on le rééditera à un moment ou à un autre, rapidement. Ensuite, Flandre et Meuse. Flandre se lie plus facilement au reste de la carte. Donc c'est vrai que ce serait plus facile à faire. Et en même temps, Meuse-Argonne est quand même un secteur très intéressant aussi, même s'il est un peu décalé géographiquement. Donc voilà. Les cartes se suivent quand même. Oui. Mais bon, ça disons, vient se rattacher à la carte de Marne. Voilà. C'est plus dans le temps que c'est décalé que dans la après, du côté bon, géographique. il va y avoir un module complet pour lier tous les opus de cette série 1918. Voilà, donc ça c'était la présentation de la série qui tourne autour du système qu'on appelle d'ailleurs le système Marne en fait aujourd'hui. Bon, nous on l'appelle 1918. Bon, 1918, mais c'est vrai qu'à l'origine c'était le nom du premier jeu. Alors maintenant ce qui nous intéresse, et moi ce qui m'intéressait dans la présentation de Stéphane, c'est que Stéphane a travaillé de très nombreuses années sur ce jeu. Il a fait un travail d'auteur, de développeur, de testeur, d'historien. Et je voudrais qu'il nous raconte un petit peu, on va dire, cette aventure. D'abord parce que bon, il est tombé amoureux du premier jeu, du système. Et comment il en est venu à échanger avec l'éditeur, avec l'auteur donc de la première règle, de la règle, et comment il en est venu justement à s'intéresser à ce front italien qui est finalement très peu traité, dans tous les cas, par les éditeurs français de Wargame. Les éditeurs américains n'en parlent pas non plus beaucoup. Il y a quelques Italiens qui ont commencé à traiter un petit peu ce sujet. Et ça reste relativement récent. C'est relativement récent. Tout à fait. Et justement, qu'ils puissent nous parler de toute cette phase, on va dire, active, dynamique, de test, de retour d'information, d'adaptation, parce que, bien évidemment, et ce jeu, c'est un jeu qui a été testé plus de 100 parties. Si on additionne les tests des scénarios et les tests de la grande campagne, oui, je pense qu'on est à peu près au moins une centaine de parties. Alors pour que justement, c'est phénoménal. Voilà, c'est phénoménal, sachant que dans le cadre d'un wargame en nombre d'heures, c'est comme si vous aviez un éditeur qui vous disait ce jeu, je l'ai testé 1000 fois. Bon, voilà, je ne commenterai pas plus, car je voudrais savoir quels sont les éditeurs qui ont fait tester leur jeu plus de 1000 fois avant de les mettre sur le marché, et en termes bien évidemment d'équilibrage, en termes de plaisir aussi de jeu et en termes de recherche. Alors on va commencer par le début de l'aventure. Tu découvres le jeu et que se passe-t-il? Au départ de l'action, j'ai découvert donc Marne, le premier opus, quand il est sorti en 2006, et je suis tombé amoureux du système. J'étais pas particulièrement un fan de la Première Guerre mondiale. Mais tu étais déjà wargamer. Je suis wargamer depuis le début des années 80, donc j'étais déjà un vieux wargamer. C'est ça. Mais je suis tombé sur ce système de jeu, et là je me suis dit, c'était limpide, c'était mon système. Voilà, on est plein de wargamers à avoir un système préféré et qu'on a envie de suivre, dont on a tous les opus. Moi, ça a été celui-là. D'un coup, j'ai trouvé le système qui me convenait. J'ai trouvé que c'était élégant, que les règles étaient claires, simples sans être simplistes, facilement assimilables, et que le rendu de la simulation était extraordinaire. Et il y avait un travail en plus. Moi, ce qui m'avait attiré déjà sur les visuels, c'était la carte. Le travail de Thomas Pouchin sur la carte de Marne, comme sur celle de Somme, était extraordinaire. Visuellement, c'était juste hallucinant. Et je suis tombé amoureux du système avec Marne. Et du coup, j'entendais parler d'un deuxième opus, Somme, et je me disais, bon, quand est-ce qu'il va sortir? Quand est-ce qu'il va sortir? Et en cherchant à me renseigner sur la sortie de Somme, Nicolas Ridan, l'auteur, m'a contacté en me disant, au lieu de râler tout le temps, tu veux pas venir tester avec moi? Parce qu'on s'est aperçu qu'on habitait à moins de 20 km l'un de l'autre. En Bretagne. En Bretagne. Et j'ai commencé à tester Somme. Et puis j'ai continué à tester Somme. Et pendant 2 ans, on a testé Somme ensemble. On a fait des dizaines de campagnes de Somme ensemble. Alors justement, là, je suis sur les règles de Somme. Est-ce que tu considères que ce sont des règles complexes ou est-ce que ce sont des règles riches? Je pense que ce sont plus des règles riches que des règles complexes. Elles ne sont pas complexes, elles seront complexes pour quelqu'un qui débuterait le wargame par ça.
Je veux dire, il y a dans le wargame plein de concepts très abstraits qu'il faut appréhender, la zone Parce de que c'est contrôle. grosso modo une dizaine de pages. Hein. C'est ça, oui. On connaît des wargames qui justement. vont taper Moi, les 30 pages. c'est ce qui m'avait séduit dès le départ. C'est effectivement le fait que les règles, sans faire 50 pages comme certaines séries que je ne nommerai pas chez MMP par exemple, Eh oui. traiter tous les aspects Ouais. sans compliquer les choses était assez intuitive. Pas sur tous les aspects, parce qu'elles étaient assez novatrices sur d'autres. Et elles étaient surtout très immersives et très bien écrites. J'ai toujours dit à Nicolas, depuis la première fois où je l'ai rencontré, que je trouvais que ces règles étaient très bien écrites. Il avait fait le choix de les écrire dans l'ordre de la séquence de jeu. Et ça fonctionne très très bien pour l'apprentissage. Moi, j'ai initié des dizaines de personnes au système sur des petits scénarios dans Mars nous sommes. Comme nous le verrons tout à l'heure, d'ailleurs, sur un scénario dédié à Italia. En suivant la séquence de jeu, ça fonctionne parfaitement. Et donc, vous jouez beaucoup à Somme. Beaucoup. Et comment en vient-on à l'Italie? Eh ben, on commence à se dire, quand les playtests de Somme sont terminés, que Somme va sortir. La suite. Le système fonctionne bien. On pourrait simuler d'autres campagnes avec. Et en dehors du projet de Flandre, qui était déjà existant à l'époque, dans l'esprit de Nicolas, mais qu'il n'avait pas forcément envie de traiter tout de suite, je lui dis, moi, il y a une campagne qui me paraît bien adaptée, parce que s'il y a une campagne où il y a eu du mouvement, c'est bien celle de Caporetto. On pourrait transposer le système sur le front italien avec Caporetto. Je lui dis, j'ai la chance de parler italien, je pourrais vous aider dans les recherches et vous aider à le développer. Alors, justement, on va revenir un petit peu maintenant sur la partie historique. Alors, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la guerre, déjà de la Première Guerre mondiale, alors encore moins du front italien, qu'est-ce que c'est Caporetto? Qu'est-ce que c'est pour déjà… Je peux te le montrer sur la carte. Oui, c'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce que c'est déjà pour les Italiens et quel est l'impact sur le front de l'Ouest pour les Alliés? Alors, Caporetto, c'est une défaite tellement énorme pour les Italiens que c'est devenu un nom commun. En Italie? En Italie. Ah ouais. On parle d'un Caporetto pour plein de choses. L'élimination de l'équipe italienne pour la Coupe du Monde, c'est un Caporetto. Ah ouais. C'est un désastre. Donc c'est un peu la même chose que nous quand on dit c'est Verdun. C'est-à-dire que non mais dans le sens on peut l'utiliser. Non mais dans le sens c'est une bataille de tranchées, c'est-à-dire que là c'est complet. Je pense que l'équivalent français, ça serait plus c'est la Bérésina. Oui non mais Bérésina, mais si on l'utilisait à part le nom de bataille, puisque là on était sur la première guerre mondiale, mais en effet sur la Bérésina qui bon pour le coup est plutôt une victoire, mais bref. Effectivement, mais en Italie on dit une Caporetto. Un Caporetto. Ah oui quand même. D'accord. C'est ça. Et c'est donc comme quoi alors pourquoi Caporetto? Pourquoi le nom de Caporetto? Si on revient, reprenons un petit peu l'histoire pour en profiter pour donner aussi un fond culturel, parce que tu as fait des recherches. Tout à fait. Et oui, en italien, d'ailleurs la plupart des ouvrages que tu nous as… Je n'ai amené que des ouvrages en italien parce qu'il n'y a pas de bibliographie en français sur le sujet. Voilà, donc ça en dit long. donc, parce que là on a la carte. Alors justement, est-ce qu'on peut regarder un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que Caporetto et ce front italien justement en 1917 quand justement ça craque? Alors le front italien, là, c'est la carte à la veille de Caporetto. Si on va suivre le tracé des tranchées sur ce front qui va jusqu'à là-bas, voilà. À la veille de Caporetto, le front est là, après 2 ans et demi de guerre, parce que l'Italie entre en guerre en 1915, en ayant changé de camp, puisqu'elle était au début de la guerre alliée aux Allemands et aux Autrichiens, mais a décidé de rester neutre en août 1914. Elle a décidé d'accepter les promesses de la France et de l'Angleterre qui lui ont promis les terres qu'elle voulait, entre autres le Trentin, Trieste qui est à l'autre bout de la carte, plus quelques autres territoires hors carte. Et elle rentre en guerre aux côtés de l'Entente en avril 1915. Pendant 2 ans et demi, les Italiens et les Autrichiens vont se battre sur ce front de montagne. Alors au nord là? Au nord. Donc là, on est quand même dans les Dolomites. Alors ça monte à combien ça? Là, on est entre 2005 et 3000 mètres dans certains secteurs. Ouais, dès qu'on redescend un peu… C'est le bout des Alpes. Là, un petit peu plus à l'ouest, là, on est carrément à plus de 3000 mètres. Il y a eu des combats de patrouilles de skieurs, de bataillons alpins à plus de 3000 mètres avec des canons hissés, tractés dans la neige, enfin, dans des conditions dantesques. Et en fait, le théâtre principal de l'affrontement, c'est sur le fleuve Isonzo qui est là-bas. Voilà. C'est pas en fait donc l'Autriche? Pas tout à fait. La frontière italienne est à peu près ici,
en 1914. Donc les Italiens ont gratté un petit peu de territoire Au tout départ. au détriment Au des, tout départ. des Autrichiens pour Voilà. venir établir en fait un front Voilà. sur ce fleuve que l'on voit ici, donc L'Isonzo. l'Isonzo. Et c'est sur ce fleuve, c'est Et autour de autour. ce fleuve que vont se dérouler 11 batailles. Les 11 batailles de l'Isonzo, parce que le général Cadorna, qui commandait l'armée italienne, avait énormément d'imagination. Donc il a décidé que chaque offensive était la Xème bataille de l'Isonzo. D'accord. Et donc pendant 2 ans et demi, les Italiens ont essayé de percer le front autrichien pour essayer de percer à la fois vers Trieste et vers la route de Budapest qui sort par là-bas. Et ils n'y sont pas arrivés. Et alors, certaines offensives ont réussi à avancer de 2 à 3 km. Certaines n'ont pas avancé du tout. Donc là, on est bien dans le contexte de la guerre de tranchées Totalement. tel qu'on la Avec connaît. des défenseurs en montagne qui surplombent les attaquants, qui ont préparé leur position, qui sont en infériorité numérique, mais ça ne les dérange pas outrageusement. D'accord. Et Caporetto, c'est là. C'est ça, c'est là. Alors, la bataille porte le nom de bataille de Caporetto, alors qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans le village. Les Autrichiens l'ont traversé tranquillement en marchant. Les événements les plus sanglants ont eu lieu plus au sud, les plus déterminants ont eu lieu plus au sud. Alors, Vers Gorizia. plutôt vers Voilà. le Monte Matajur, le Kolovrat, etc., un petit peu au sud. Mhm. Mais la bataille est passée à la postérité sous le nom de bataille de Caporetto, plutôt du côté italien. Les Allemands parlent toujours de effondrement de l'Isonzo et donc de 12e bataille de l'Isonzo. Cette fois-ci, Les c'est Allemands, eux qui ils la le- gagnent. Voilà. Et donc, de cet effondrement ici, En octobre 1917, voilà, le front s'ensuit. revient ici. C'est-à-dire, à l'échelle du jeu, on est à 3 km l'hexagone, un repli moyen de 100 km. D'accord. Donc en fait, les Italiens sont ici et en l'espace de combien de mois s'effectue la retraite? En l'espace de combien de semaines? En l'espace de combien de semaines? Ouais. En l'espace de 3 semaines. De 3 semaines. Oui. L'Italien court Ils vite, hein. essayent d'abord de se rétablir sur le Tagliamento, mais malheureusement, le Tagliamento a été franchi plus au nord le temps qu'il commence à s'installer dessus. Et donc, la mort dans l'âme, ils décident de se replier sur le Piave et sur la dernière ligne de crête. La dernière ligne de crête. Après, c'est la plaine. C'est la plaine de Vénétie. Et l'obstacle suivant, c'est l'Adige. Ça sous-entend perdre toute la Vénétie acquise après les guerres du Risorgimento. À un moment ou à un autre, il faut arrêter de reculer. Voilà, d'accord. Donc ça, ce sont les événements historiques qui sont bien évidemment résumés, mais c'est ce qui donne l'origine dans le développement du jeu, parce que justement, on retrouve en fait une guerre de mouvement. Tout à fait. Après, ce qui s'est passé, quand j'ai commencé à me documenter sur la bataille en question, que je connaissais évidemment comme tout passionné d'histoire militaire, mais sans avoir creusé plus le sujet que nécessaire, je me suis aperçu d'abord que c'était une campagne très rapide, mais surtout très à sens unique. En termes de jeu, l'intérêt me paraissait moyen. Donc j'ai continué à me documenter sur le front italien. Et ça signifie que les Italiens étaient vraiment moins forts que les Austro-Allemands à cette époque-là, ou c'est vraiment on va dire une tactique employée par les Austro qui ont permis l'effondrement du Une front? tactique, une concentration de moyens. Ouais. Les Austro-Allemands concentrent le meilleur de leurs troupes face à un rideau de troupes italiens qui se fait évidemment exploser, vaporiser en 24 heures, et ça permet de tourner quasiment tout le reste de l'armée italienne. Donc l'armée italienne n'a d'autre choix que de se retirer, sinon c'est les 2 tiers de l'armée italienne qui se retrouvent encerclés. Et ça, de toute façon, tu savais, quand tu as développé le jeu, que tu pouvais le représenter avec le système de Nicolas et avec ce qu'il avait déjà mis dans la boîte à outils. Tout à fait. Ça, Après, tu l'avais visualisé, tu vois, en tant que joueur. Je l'avais visualisé. Après, je savais que ça nécessiterait des ajustements, des adaptations. D'abord parce que le terrain est totalement différent de la plaine picarde ou des plateaux champenois. Donc il fallait commencer à réfléchir à comment on allait simuler les effets de la montagne sur le combat, sur le déplacement, sur le ravitaillement. Ça, c'est ce qui est venu plus tard dans la conception vraiment pure du jeu. Moi, la conception pure du jeu, elle a commencé par 2 ans de documentation. Ça a été simple. La première phase, ça a été 2 ans de lecture, de recherche, de compréhension. De communication avec des gens passionnés et experts en Italie qui m'ont orienté vers d'autres lectures, d'autres documentations. J'ai accumulé des milliers et milliers de pages de lecture sur le sujet. Est-ce que tu veux en profiter pour nous parler déjà des quelques ouvrages que tu as apportés? Parce que je pense que c'est le moment. Pourquoi pas? Je pense que le premier et le plus important, c'est la Bible.
C'est la Alors. Bible sur le sujet. Pour ceux qui parlent l'italien uniquement ou... Ah, pour ceux qui parlent l'italien uniquement, puisqu'il n'a jamais été traduit, c'est la Storia della Grande Guerra sul fronte italiano. C'est l'intégrale de la guerre par Gianni Pieropan, qui s'est basée sur les deux relations officielles, la relation officielle italienne, la relation officielle autrichienne, et qui a confronté les deux D'accord. pour chaque bataille, pour chaque événement, et qui nous donne une chronologie des faits avec une foultitude de détails. C'est vraiment, s'il n'y a qu'un livre à garder sur le sujet, c'est celui-là. Malheureusement, il n'existe qu'en italien. Pas traduit en anglais. Non. Alors, il y a deux ouvrages en anglais qui peuvent faire l'affaire en vulgarisation du sujet. Il y a The White War de Mark Thompson, qui a été, lui, à l'inverse, traduit en italien pour le coup, D'accord. qui relate toute l'histoire du front italien de 1915 à 1918, qui est, comme j'ai souvent tendance à le reprocher aux auteurs anglo-saxons, très centré sur le point de vue anglais. Bien évidemment. Donc, mais qui, L'écueil classique l'écueil classique de tout historien qui parle d'un front qui n'est pas le sien, Ouais. d'un sujet Voilà. qui n'est pas le sien. mais qui reste pour quelqu'un qui voudrait se documenter sur le sujet une bonne base. Il y a un autre bouquin moins connu d'un auteur moins connu qui s'appelle Irving J. Root, qui s'appelle Battles in the Alps, que j'ai préféré à The White War. C'est un auteur américain et plus neutre, D'accord. et qui en plus s'intéresse aussi à la partie aérienne et à la partie navale, ce qui apporte C'est pas fréquent. d'autres informations. On suit dans le livre l'évolution, par exemple, de la carrière de chaque as dans chaque camp. Ouais. Euh, Et puis de cette vraie. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi la rivalité navale dans l'Adriatique, Tout à fait. avec Ouais. des opérations. des opérations, du bombardement, du ouais. soutien naval aux troupes au sol, ce qui n'a pas eu lieu, par exemple, ce qui aurait pu avoir lieu sur la côte française au niveau des secteurs belges, ce qui n'a quasiment jamais été fait, à part au tout début de la guerre avec les Anglais au moment de Dixmude, Ouais. mais sinon ça n'a quasiment jamais été fait. Alors que là, pendant toute la guerre, les deux marines ont contribué aux opérations terrestres. Donc ça, voilà. Alors ça, c'est l'ouvrage de référence, Voilà. Gianni Pieropan. Voilà. Ensuite, tu nous présentes Alors, d'autres. On va prendre celui-là parce que ça traite du sujet que nous allons voir tout à l'heure. C'est Grande Guerra sul Grappa. C'est une série d'ouvrages de Carlo Merigali qui s'est basé sur l'ouvrage de Pieropan, mais qui l'a développé secteur de front par secteur de front. Donc là, c'est celui qui est consacré au Monte Grappa, la montagne sacrée des Italiens, Mhm. c'est-à-dire la dernière ligne de crête sur laquelle ils ont résisté à l'offensive. Il n'y a pas un monument là, si C'est ici. Ah, voilà. C'est le plus grand ossuaire D'accord. Ouais. italien. Ouais. Ah, là, c'est le Verdun des Italiens. Pour le coup, effectivement, ça, c'est le Verdun des Italiens. D'accord. Tout à fait, Florent. Et donc, il a développé les écrits de Pieropan en se basant sur les mêmes sources, mais par contre en développant l'ordre de bataille, en faisant des petites cartes quasiment au jour le jour des opérations. C'est juste, pour un auteur de wargame, c'est juste un rêve. C'est juste le rêve de tout auteur de wargame. Ça, c'est pour celui qui veut avoir l'ordre de bataille, qui veut savoir précisément ce qui s'est passé. Voilà, à quelle heure a eu à lieu quelle la heure- contre-attaque. à quel endroit, pour pas c'est non plus ça. raconter n'importe quoi. Et avec en plus une somme de photographies super intéressante. Et là, cette série-là est vraiment, vraiment juste un grand bonheur. Ah, alors Oh, là, on les il voyait y a encore des notes. Ouais, non, mais non, très bien, Il y regardez. a encore des notes. Comme vous voyez, quand vous lisez, il faut toujours prendre des notes avec les noms des unités. Et là, vous remarquerez, je pense que ce sont les Italiens, non, qui ont le cascadrian, Tout à fait. donc vendu ou offert par les Français, Et puis fabriqué ou fabriqué sur place. Ah, aussi, on a des Alors, images aussi. cette Ça, cette série de livres, Pour montrer à peu près, vous voyez, les vallons encaissés qu'on croirait connaître plutôt du côté de Grenoble. c'est ça. D'accord, donc ça, c'est la série Bible. C'est juste extraordinaire. Le scénario que j'ai conçu et qu'on va tester tout à l'heure, je l'ai conçu uniquement avec celui-là, ça suffisait. J'avais toutes les D'accord. infos. Et donc dedans. là, c'est un. Parce que là, je vois que tu en as apporté quelques il y en autres. a plusieurs, c'est sur plusieurs secteurs du front. D'accord, Comme je disais, donc celui-là c'était sur le Monte Grappa, celui-ci c'est sur le Montello, c'est-à-dire juste là. d'accord. Très bien. Il y en a un autre sur le Piave, donc sur le fleuve. Et donc 2 ans de lecture, 2 ans de documentation, 2 ans de collecte d'informations. De collecte d'informations, de prise de notes, de commencer à constituer un ordre de bataille pour toute la guerre, parce qu'il y a des unités qui ne sont présentes qu'à certains moments, il y en a certaines qui disparaissent, qui sont dissoutes, d'autres qui sont créées plus tard. Donc avoir une cohérence de l'ordre de bataille quasiment au jour près,
etc. Parce que ce qui est important dans ce que nous présente Stéphane, c'est que comme nous sommes dans un jeu d'histoire, qui parle d'histoire, même si l'aspect ludique, bien évidemment, est important, Ah oui. on parle quand même de quelque chose d'historique. C'est une Donc, simulation. c'est une Voilà. simulation de Tout à quelque fait. chose qui a existé. Donc on peut l'aborder de manière un peu plus légère, mais là, ce n'était pas ton objectif, toi, en tant que développeur. Je voulais les deux, dans l'absolu. Je voulais que la simulation soit bonne, c'était C'est toujours, rendre bien la situation, mais je voulais aussi que ça reste jouable, ça reste un jeu. Dans Wargame, il y a game. Ouais. Et moi, je tiens beaucoup à ça. Il y a beaucoup de wargames que je trouve ennuyeux, justement, parce qu'ils partent trop dans le simulationnisme et qu'ils oublient l'aspect ludique. Bon, Donc- Florent, j'imagine que pour Nuts, toi, tu étais d'accord par rapport à la ligne Ah oui, de bah, développement que suivait Stéphane. surtout que pour aller, oui, après c'est toujours un dosage entre, comme vous dites, hein, la simulation d'un côté, la jouabilité de l'autre. Et en fait, comme a commencé à dire Stéphane, c'est-à-dire que c'était à sens unique au début de cette offensive-là de Caporetto. Et on Et va voir le l'important, il y avait un retour. C'est Et ça. c'est ça qui est important pour la jouabilité aussi et l'intérêt du jeu pour le C'est joueur ça, italien notamment. C'est-à-dire qu'après être parti sur l'idée de faire uniquement la campagne de Caporetto, je me suis dit, à force de me documenter, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres phases sur ce front avant l'armistice. Et je me suis dit, après, pour que ça soit vraiment intéressant, il faut lier le tout. Après, il restait le problème de l'échelle de temps. Parce Alors- qu'on parle d'un an de Alors campagne. justement, revenons après un petit peu sur l'histoire. Donc Caporetto, nous nous situons ici. Tout Donc à là, fait. c'est la pire situation pour l'Italie à ce moment-là. Là, on est fin 17. Fin 17. Le dernier combat de l'année est mené par les chasseurs alpins français qui reprennent le Monte Tomba, le bien nommé. Tombe. Le Mont Tombe, tout à fait, le bien nommé. D'accord. Et l'année se termine là-dessus et chacun s'enterre sur ses positions dans la montagne et le long du fleuve en attendant les beaux jours. D'accord. Et se reconstitue après une campagne de 2 mois qui a été très sanglante et épuisante pour les deux armées. Les Allemands reprennent leurs billes, c'est-à-dire récupèrent les 8 divisions qu'ils avaient prêtées aux Autrichiens pour les ramener sur le front français parce qu'ils en ont besoin pour les offensives de printemps, à charge pour les Autrichiens de terminer le boulot. Et les Autrichiens décident de terminer le boulot en juin 1918 avec une offensive sur le Piave et dans la montagne, mais seuls, sans assistante allemande. Et là, que se passe-t-il? Ils échouent. Ils échouent parce que l'offensive est très mal préparée. Alors, ils faut avaient être bien très préparé sérieux. ici, Oui. et ici, ils l'ont mal préparé. Alors pourquoi ils l'ont mal préparé ici? C'est-à-dire qu'ils ont choisi d'en faire 2. Hum. Ils sont partis à la fois sur le fleuve et dans la montagne, dans un espèce de grand mouvement de pince de 140 km d'écart. Et les moyens ont été ventilés entre les deux offensives. D'accord. C'est ce qui explique l'échec, sachant que l'armée austro-hongroise en juin 18 n'est plus un peu aussi que l'ombre d'elle-même, même si ses unités d'élite se comportent impeccablement. Mais au niveau approvisionnement, les soldats sont souvent pieds nus. On leur fait miroiter, vous allez aller piller les dépôts italiens, vous allez manger à votre faim, vous allez pouvoir vous habiller comme vous voulez pour motiver les soldats pour une offensive. Déjà, quand on les motive en leur parlant de bouffe, ça part pas forcément sur des bases élevées. Mais ils obtiennent des résultats initiaux encourageants. Mais d'abord, les Italiens ont eu le temps de se reconstituer pendant les 6 mois qui se sont écoulés. Il y a quelques divisions françaises et anglaises qui sont arrivées en soutien. Vraiment en soutien, c'est quand même les Italiens qui tiennent leur front principalement. Et l'offensive échoue, et c'était vraiment l'offensive de la dernière chance pour l'Autriche-Hongrie. Après, elle ne peut plus que retarder l'échéance. Et donc ça va être sur, finalement, l'été et l'automne 18. L'automne, puisqu'on est en octobre 1918. Un an exactement après Caporetto, l'armée italienne passe à l'offensive pour ce qui deviendra la bataille de Vittorio Veneto. Donc, Vittorio, c'est... Alors à l'époque, ça s'appelle que Vittorio, et c'est bien cette ville-là. D'accord. Elle est devenue Veneto en 1922, pour la petite histoire. D'accord. Et donc là, on a à nouveau ce mouvement que tu recherches, toi, dans le jeu. Tout à fait. Puisque ça va être la reconquête pour... La reconquête du maximum de terrain possible, sachant que les Italiens passent à l'offensive en octobre 18, un tout petit peu contraints et forcés. C'est-à-dire qu'en fait, les choses s'emballent sur le front français. La guerre qu'on ne pensait pas devoir se terminer avant 1919, a priori, pourrait se terminer fin 1918 avec les offensives consécutives de Foch avec les Français, les Anglais et les Américains sur le front français. Et les Balkans aussi. Hein. Et il y a sur les tout Balkans. à fait, il y a aussi les Balkans. Et le gouvernement italien d'Orlando
presse son chef d'état-major de passer à l'offensive parce que ça serait bien d'aller s'asseoir à la table des négociations en ayant gagné un petit quelque chose quand même. Ouais. Ça va être difficile de réclamer quelque chose en étant 100 km derrière les positions initiales. Et donc il lance une offensive dans les derniers jours d'octobre. Et par contre, une offensive qui est couronnée de succès, malgré une belle résistance des troupes autrichiennes jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même avec un empire en pleine désagrégation, les troupes de première ligne se comportent parfaitement, jusqu'au bout. Et les Italiens sont même obligés de tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'ils trichent sur la date d'entrée en vigueur de l'armistice. Ça, c'est très moche, c'est très très moche. En fait, l'armistice est censé entrer en vigueur le 3 novembre à 15h, et eux, arguant du fait qu'ils ne peuvent pas transmettre les ordres à toutes leurs unités de pointe, préviennent les Autrichiens que ça entrera en vigueur pour eux à minuit. Mais en fait, ils donnent des ordres secrets à toutes les unités en leur disant « cavalez, cavalez, cavalez pendant 24 heures, reprenez le maximum de terrain ». Et donc, pendant les dernières 24 heures, les Italiens cavalent comme des fous, ils mettent la cavalerie, les automitrailleuses devant pour aller le plus vite possible, prendre le plus de terrain possible. Et ils font 300 000 prisonniers en 24 heures parce que les mecs, eux, les Autrichiens, eux, ont respecté les règles et se sont arrêtés. C'est l'armistice. Magnifique. Donc c'est très très moche. Une fin de guerre un peu à l'italienne. C'est le but en dehors du temps de jeu réglementaire. C'est ça. L'arbitre a oublié de siffler. À la 97e, du genou avec rebond dans le dos du goal. Ah. Donc, mais ça signifie qu'en effet, par rapport au jeu, donc on a bien cette notion de mouvement. Toi, c'est ce que tu recherchais, c'est ce que tu as pu trouver. Oui. Et tu as développé différents scénarios justement, parce que le jeu est relativement long. La campagne elle-même, effectivement, est assez longue, il faut le dire. Oui, c'est pas un jeu la campagne, c'est pas un jeu qu'on déplie pour un après-midi de jeu. Voilà. C'est un jeu qui demande une pièce dédiée. Voilà. Mais là, tu as proposé justement des scénarios qui permettent de jouer le Caporetto, l'offensive sur le Piave, la contre-offensive finale italienne. Et un scénario que j'ai développé pour vous et que j'inclurai dans la boîte en tant que scénario d'initiation. Qui traite des derniers combats pour le Monte Grappa, donc sur ce secteur-là. Ce qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est toi, en tant qu'auteur de jeu, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le développement? Comment tu as pu les surmonter? Quelles sont, en effet, quelle est toute cette valeur ajoutée que tu as apporté à la qualité et au développement de ce jeu? J'avais la chance de commencer avec un système de jeu existant, déjà bien rodé avec 2 premiers opus et que je connaissais par cœur et dont je savais qu'il fonctionnait parfaitement. Après, il fallait l'adapter à ce front particulier qui est plein de spécificités par son terrain, par l'organisation même interne des armées italiennes et autrichiennes qui est différente des armées françaises, anglaises ou allemandes sur le front français. Et donc, il fallait inclure le plus possible d'informations que j'avais pu amasser pendant ma phase de documentation dans le jeu. Parce que l'important, ce que je recherchais, c'était aussi ce qu'on appelle, nous autres wargamers, le chrome, c'est-à-dire le côté immersif. Tu vas parler de l'utilisation des cartes, sans être un card driven, je précise, attention, il y a des cartes qui vous donnent des actions. Le côté immersif, qu'on sache où on est et qu'on puisse apprendre des choses en jouant. C'est ce que j'aime dans le wargame, c'est pouvoir apprendre des choses. Donc, ça peut aller de la petite anecdote à un fait qui nous serait passé inaperçu dans nos lectures, qu'on apprend en jouant parce qu'on l'apprend par une note historique dans la règle de jeu et que c'est par quelque chose qui se passe dans le jeu. Et ça, moi j'adore ça. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré dans le wargame depuis que je le pratique, depuis 35 ans. C'est apprendre des choses ou être titillé par des choses dans le jeu. Ça veut dire que le mec a bien fait son boulot s'il intègre l'événement ou l'anecdote sans altérer le système de jeu. C'est le plus compliqué. Tout à l'heure, on parlait justement de la carte Foch, qui peut être un bon exemple. Tout à fait. Voilà, Foch, alors on peut être surpris. Que vient faire Foch en Italie Alors, que vient faire Foch en Italie? En fait, il a été envoyé comme chef de mission interallié. Justement après le désastre de Caporetto, Foch, avec un état-major réduit, part en Italie pour étudier l'envoi de renforts franco-anglais.
Et il est nommé donc chef de mission interallié parce qu'à ce moment-là, il est un peu placardisé en France, vu que c'est lui qui a poussé Nivelle en haut des marches et que Nivelle a échoué dans ses offensives en 17. Très très profondément échoué. Et donc Foch arrive en Italie, étudie la situation et valide l'envoi de renforts franco-anglais, mais dit clairement laissez les Italiens se débrouiller, ils me remercieront plus tard. On ne fait pas entrer les renforts franco-anglais en ligne tant que les Italiens n'ont pas stabilisé leur front eux-mêmes. Ça prouvera qu'ils ont envie de se battre. Parce qu'à ce moment-là, l'armée italienne a vraiment une image d'armée qui s'est débandée, qui s'est fait volatiliser. Et donc, avant de gaspiller 11 divisions, parce que les Français et Anglais envoient 11 divisions sur le front. 11 divisions, ça représente combien d'hommes à ce Ça moment-là? représente environ 150 000 hommes avec les services autour, presque 200 000 hommes. C'est quand même un gros apport. C'est un gros apport qui peut manquer sur le front français au moment décisif. Donc, avant de valider l'utilisation de ces divisions, Foch veut avoir des garanties que l'armée italienne a vraiment envie de se battre. Et donc, c'est l'exemple type de carte d'événement. Voilà, la carte Foch qui empêche d'utiliser ces divisions comme on voudrait les utiliser. C'est-à-dire que l'Italien les a en réserve stratégique. C'est ça, mais elles ne peuvent pas entrer sur la carte. Tant que, Pour l'avoir vécu pendant les tests, c'est très très frustrant. Mais là, on est au-delà du chrome en fait, parce que là, on est on fait revivre aux joueurs une situation qui s'est réellement passée. Tout à fait. Moi, c'est ce que je voulais. Et ça a été, c'est tout est dans le dosage. Ouais, bien sûr. Dans la création des événements, c'est mon premier jeu en tant qu'auteur. J'avais participé au développement de Somme, vu la naissance et discuté de la naissance de certains événements avec Nicolas. Mais là, j'avais tout à faire tout seul. Donc on parle de 50 événements par camp, donc 100. Tout est dans le dosage. Il y a des événements, justement, c'est à ça que servent les tests, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas justifiées ou qui sont trop puissantes par rapport à l'échelle du jeu, ou pas assez. Certaines fois, ça peut être l'inverse aussi. Ou même certaines règles spéciales que j'avais voulu créer pour le jeu, et certaines sont restées, certaines ont été modifiées, certaines ont disparu. J'ai l'exemple type, j'avais lu dans tous les récits que j'ai pu avoir sur ce front que l'artillerie était extrêmement meurtrière en montagne à cause des éclats, ce qui est facilement compréhensible. Et je voulais le simuler par un modificateur au dé d'artillerie sur les hexagones de montagne. Mais en fait, ce n'est pas adapté à l'échelle du jeu. Quand on tire sur une division et que la moitié de la division disparaît, sur un tir, voilà, c'était trop violent. C'est quelque chose qui serait parfaitement adapté dans un jeu purement tactique. Ouais. Là, effectivement, c'est quelque chose au contraire à prendre en compte, je pense, mais pas dans un jeu opérationnel. Donc ça a disparu. Et alors, le principal enseignement que toi, tu as pu tirer à travers toutes ces nombreuses parties de test, quel est-il finalement? On n'est pas arrivé tout de suite à l'équilibre, surtout. On s'est aperçu que... C'est toujours l'Autrichien qui massacrait l'Italien? Oui, c'est souvent au début. J'ai la chance d'avoir un chef playtester extrêmement compétent, qui s'appelle Antoine Picarda, et qui est un spécialiste du système et qui est un joueur extrêmement compétent, et qui m'a souvent mis à mal dans les deux rôles. Il a réussi en tant qu'Italien à faire ce que les Italiens n'avaient pas fait, c'est-à-dire se rétablir sur le Tagliamento et ne plus rien lâcher là. Il a réussi en tant qu'Autrichien à prendre Venise. Qui d'ailleurs aujourd'hui est une condition de mort subite. C'est-à-dire que vous pouvez abréger les souffrances de l'Italien en lui prenant Venise. Ça nous rappellera des jeux d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Il avait pris Venise qui était défendu par des Anglais, donc on était sur. Là, on est sur le wargame qui. Tu mets des Anglais à Venise, ils sont pas là pour se défendre. Fatalement, il devait être en terrasse. Il devait être en terrasse. Il devait être en terrasse. Non, et donc on s'est aperçu qu'on n'était pas tout de suite à l'équilibre. Il a fallu procéder à des ajustements. Ça s'est passé par des ajustements de valeur de certaines unités, des ajustements d'événements, comme je disais tout à l'heure, et on s'est aperçu que ça commençait à devenir avec plaisir de plus en plus fluide et que ça fonctionnait de mieux en mieux, et qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les tests, on pouvait aller de plus en plus loin dans la partie sans être obligé de recommencer. Et là, quand on en est là, le jour où on arrive à finir une première partie complète, une première campagne, là on se dit ça y est, on est allé au bout, on n'a pas vu d'écueil, on a pris des notes, mais c'est vraiment sur plus des précisions,
Mais il n'y a pas eu d'écueil majeur, il n'y a rien qui nous a empêché de continuer. Éventuellement, on a procédé au petit réajustement en cours de partie parce que ça ne modifiait pas l'équilibre de la partie. Et on est allé au bout, ça a fonctionné. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à remettre ça. Et là, tu peux considérer que quelqu'un qui débuterait sur le système, même face à un joueur fort, en fait, trouvera de son plaisir et sans doute aura une courbe d'apprentissage. Mais par rapport en effet à tout le travail de développement qui a été fait, il n'y a pas ce sentiment de frustration à un moment de se dire ah bah là je suis bloqué, je ne peux pas jouer ou on va mettre dans un entonnoir. J'ai essayé de faire en sorte sur les scénarios courts, parce que c'est typiquement pas le système à commencer par les règles de campagne. Par la campagne, bien sûr. Il faut vraiment commencer par des scénarios courts pour déjà appréhender le système de jeu lui-même. Les scénarios courts sont relativement équilibrés. Un joueur fort, je l'ai mis dans les notes des scénarios, je conseille toujours un camp. S'il y a un joueur est plus fort que l'autre, je conseille toujours un camp, de façon à rééquilibrer justement les choses. Et typiquement le scénario d'initiation, je l'ai testé hier avec Nicolas Ridan justement, et il m'a dit très bien, parce qu'en scénario d'initiation, c'est équilibré, c'est compliqué pour l'Austro-Allemand qui est à l'attaque. C'est compliqué pour l'Italien qui est en défense parce qu'il n'a pas beaucoup de renforts, donc s'il commence à perdre trop de monde, c'est sans pouvoir reculer. Tous les concepts du jeu sont dedans sur une vingtaine de pions. Il fallait ça pour appréhender le système pour quelqu'un qui voudrait débuter. Moi, je pense à des Italiens qui sont peut-être pas intéressés aux 2 premiers opus, mais qui pourraient être intéressés, par exemple, de commencer la série par celui-là. Faut pas développer un jeu de série en pensant qu'il n'y a que ceux qui ont les opus précédents qui vont l'acheter. Il faut penser qu'il y a des gens qui vont commencer éventuellement dessus. Et donc, fallait aussi penser à ça. Et donc, tous les scénarios ont été testés, retestés aussi, évidemment. Et alors, est-ce que, là, c'est plus sur le côté humain, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, j'en peux plus, je le bazarde ce jeu, je le brûle? Non. Il y a eu des moments de découragement. Quand même. Il y a eu des moments de découragement. Alors, des découragements par rapport à quoi? Alors, des fois, ça a été des questions des fois de tempo avec Thomas, le graphiste. Des fois, j'étais en avance sur lui et du coup, je pouvais pas avancer parce qu'il devait me fournir des éléments. À l'inverse, des fois, je prenais du retard. Des fois, c'est juste des questions de tempo et tu te dis, il faut que je cravache comme un fou pour rattraper mon retard. Bah oui, mais bon, il y a aussi la vie réelle à côté. Puis le fait de voir le temps passer. C'est un projet qui a maintenant qui aura 7 ans en février prochain. Ouais, c'est ça. J'ai pu dater le début du projet de ma date d'inscription sur un forum italien pour commencer à me documenter. Et c'était en février 2011. Voilà, ça date les débuts du projet. D'accord. Alors c'est vrai que par rapport en effet à ce front qui est relativement méconnu, on peut parler un petit peu rapidement de littérature pour aller vers la conclusion de cette émission, puisque c'est quand même le titre. Le sous-titre du jeu. Le sous-titre en l'occurrence du jeu. Donc nous y sommes. Voilà. Farewell to Arms, L'adieu aux armes. L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway. Un livre connu d'Ernest Hemingway. Un film également. Un noir et blanc, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, un assez beau film sur le sujet. Et une carte dans le jeu. Et une carte dans le jeu un événement Hemingway. Un événement Hemingway, ah oui, tout de même. Oui, parce qu'en fait, Ernest Hemingway a pu écrire ce livre parce qu'il était ambulancier dans la Croix-Rouge américaine. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, en fait, il y a un événement Hemingway American Red Cross qui permet d'avoir un peu moins de pertes sur un combat pour l'Italien. C'est typiquement… Parce que le gros Hemingway apporte le whisky pour réconforter, bien sûr, les blessés. Là, on est typiquement sur de l'événement chrome. Dans l'événement chrome, voilà. Là, on est dans le chrome. C'est exactement ça. Est-ce que, Stéphane, tu aurais autre chose à nous faire part sur le développement du jeu, avant qu'on passe dans la mission qui à suivre, donc bien évidemment, restez avec nous, puisque là, on va vous montrer après la mécanique de jeu, on va sauter, bien évidemment, on va se franchir le pas. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au développement du jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous faire part? Parce que justement, c'est ça l'intérêt, hein, tu es le développeur, tu es même l'auteur de jeu. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un sentiment particulier le sentiment particulier, en tant que c'est mon premier, et du coup, là, on arrive au bout du parcours. On est très près de la finalisation.
On est en train de finaliser les derniers éléments graphiques au niveau des tests. C'est quasiment fini. Là. Oui, tout à fait. Ce que vous voyez là, c'est la carte quasi définitive. Ah, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. On est en train de finaliser les 100 cartes d'événements. Après, il restera un peu de mise en page des règles. Mais je veux dire, voilà, on est vraiment sur la fin. Et il y a un beau sentiment de travail accompli. Sincèrement, sans prétention, je suis assez content. Parce que je sais que ça tourne, parce que ça tourne comme je voulais que ça tourne, c'est surtout ça, que j'y ai mis, tout ce que j'avais. C'était devenu souvent dans les conventions de Wargame un gag. Ah tiens, Stéphane il teste Italia, c'est étonnant. Qu'est-ce que tu fais cette fois-ci ? Qu'est-ce que tu fais cette fois-ci ? Tiens, au fait Stéphane, tu joues à quoi là ? Italia. C'est ça, c'est devenu un gag, le playtest le plus long de l'histoire du Wargame. Non, on pourra t'offrir un t-shirt. C'est ça. Tu vois, ce sujet-là. Mais ça correspond à ma vision des choses. Moi, j'ai toujours dit que je voulais livrer un produit fini. Et alors, espérons-le bien fini. Ça correspond à ma vision des choses, que je n'adhère pas à la tendance actuelle des living rules. Je considère que si je vais acheter une baguette de pain chez mon boulanger, j'ai pas besoin de retourner chez lui pour avoir un bout qui manque. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une approche aujourd'hui, peut-être qu'on peut juger de facile, qui consiste à dire je ponds une règle, j'ai de toute façon déjà une fac, donc la foire aux questions, entendons-nous, et ensuite de toute façon j'attends que les personnes jouent, me renvoient l'information, puis je sortirai une deuxième édition ou une deuxième édition des règles, ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu souvent, assez souvent, même voire peut-être trop souvent, là c'est mon avis, dans un certain nombre en effet de jeux de simulation. Et moi personnellement ça me hérisse. Voilà, donc 7 ans de boulot. C'est ça. Non mais faut le dire, c'est quand même l'intérêt, c'est aussi la raison pour laquelle moi c'est là aujourd'hui. C'est ma vision des choses, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. J'ai eu la chance de ne pas avoir de pression de mon éditeur pour dire il faut maintenant, il faut le finir. Non, puis il ne peut pas te mettre la pression. Là, il peut plus aujourd'hui. C'est dur. Non, mais de toute façon, moi, c'est vrai que très sincèrement, c'est un peu du pain béni pour un éditeur d'avoir quelqu'un comme Stéphane, parce que c'est un passionné, il connaît le système jusqu'au bout des ongles, et on sait que quand il va nous dire « Ok, c'est bon », c'est bon. C'est bon, on a la Ferrari. Voilà. Donc, moi, après, j'attends le gars qui va me dire comment on joue ça, c'est pas bien expliqué. Ah oui, mais il y en aura toujours un. Oui, il y en aura toujours. Alors justement, puisque c'est l'éditeur qui parle, Italia, ça sort quand ? Ça sort quand on aura fini nos précommandes, donc qui sont en cours. Là, au jour d'aujourd'hui, on est à 165, un peu plus précommandes sur théoriquement 400. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le Wargame, on est souvent sur des précommandes à 400-500 pièces. Ça reste un effet. On va baisser ça parce que on a négocié un petit peu avec tout le monde. Donc, on va baisser les précommandes de 400 à peu près 320, 330. Il y a surtout des personnes qui attendent le jeu depuis tellement longtemps qu'ils sont venus chez toi à Quimper jeter des pavés, c'est ça, oui, c'est à Quimper. Donc, c'est à Quimper. Et c'est ça, c'est que là, tu as la pression populaire. La rue, la rue demande pas, parce qu'en face, il y a Monolith et Bombix, mais de l'autre côté, c'est Nuts. Ouais. Et non, clairement l'année prochaine. D'accord, donc c'est un projet de 1918. Oui, c'est ça. Oui, là, 2018. Voilà. Tout à fait. Voilà. D'accord. Oui. Et le prix alors il est à 47 € en précommande, si je ne m'abuse. Et pour ceux qui ne voudraient pas justement précommander, vous les estimez qu'il sortira à peu près à combien ? À 59, c'est déjà prévu. 60 €. C'est ça. D'accord. C'est sur le site. Toutes les infos sur le site. Vous tapez nutspublishing.com et vous verrez, il y a un petit onglet nos précommandes et dedans vous aurez il y a plein de visuels du jeu, sur le site qui sont déjà disponibles. Voilà, visuels des pions, les planches de pions, les aides de jeu. Une planche de pions, s'il te plaît. Tu les as ? Ouais, je pense qu'on en a une. Là, tu peux ou alors sinon je peux en prendre une directement. C'est juste un visuel. Voilà, on en a une. Exactement. Voilà, celle-là, ça c'est bien. Voilà, ça c'est une des planches de pions. Donc ça reste en effet du wargame, avec classique, avec des symboles autant. Voilà, ça c'est pour vous donner. Et ça c'est bien évidemment, ce sont les feuilles les aides de jeu, jeu pour les scénarios, pour les mises en place, pour les mises en place. Bon. Merci beaucoup Florent, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation globale et surtout pour la présentation du travail et pour en fait ce qui avait animé la création et la naissance. La passion, uniquement la passion. Oui, mais c'est la passion, voilà, exactement. Si on doit retenir un mot, c'est la passion et aussi un peu d'abnégation quand même.
Ouais, parce que 7 ans, quand même, ouais, Et, je pense. Pour Italia 1917-1918. Donc restez avec nous, on reprend l'antenne dans très peu de temps pour justement le scénario d'initiation pour rentrer dans Ok. la mécanique de jeu. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci.